Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de T'sais quoi, t'as raison, le podcast où l'on explore les parcours qui inspirent et les idées qui éclairent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Chaya Nisselevich, plus connue sous le nom de Mora Chaya, directrice des institutions Schneor à Aubervilliers. Si ce surnom résonne autant, c'est parce qu'il traduit un profond engagement dans l'éducation, un domaine qu'elle incarne avec passion depuis de nombreuses années. Bonjour Madame Nisselevich, est-ce que je peux vous appeler Mora Chaya? Ce surnom est si particulier et chaleureux. Pouvez-vous nous raconter d'où il vient? Bien sûr, on peut m'appeler Mora Chaya parce que je me reconnais et mes gens me reconnaissent sous ce nom. Bien que grâce à Dieu, il y a beaucoup de Mora Chaya maintenant et que je suis très contente que chacune est fière de porter ce surnom de Mora parce que je pense que c'est vraiment la plus belle c'est le plus beau des titres qu'on peut avoir. Être dans la position d'enseigner, d'une enseignante, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner. Et quand on a Baruch Hashem, le Rabbi et la Chassidoute qui nous donnent quoi donner, alors c'est magnifique. Et si je peux me permettre, dans Mora Chaya, il y a aussi Dougma Chaya. C'est l'idée que dans l'enseignement, on n'enseigne pas simplement des matières, mais on enseigne surtout ce que l'on est. Alors, je vais rebondir sur Dougma Chaya parce que dernièrement, j'ai vu un mot intéressant que le Rabbi dit, Dougma Chaya, c'est une dougma de Chayut. Parce que dougma, on enseigne, en vérité, on n'a pas besoin de modèle pour savoir comment le Shulchan Aruch nous demande de se comporter. Par contre, le mot Chaya, le Rabbi, il insiste que c'est Chayut, qu'il faut que l'enfant sente que ce qu'on lui transmet, ça soit transmis avec Chayut, avec chaleur, avec vitalité surtout, que ça devienne quelque chose qui fait partie de notre vie. Et c'est la meilleure façon de pouvoir transmettre quand on le vit et qu'on le fait vivre, Bezrat Hashem autour de nous. L'école Schneor, tout le monde connaît, plus besoin de présenter, mais j'aimerais que vous nous parliez du concept école juive pour tous. Avec plaisir. La campagne de l'école juive pour tous, en fait, c'était l'ADN de l'école dès son départ. On l'a remis sur le tapis avec le départ de mon père de ce monde et on en a fait une campagne parce qu'en fait, c'était son projet. Il a eu la chance de pouvoir créer une école dans un désert spirituel où il n'y avait rien, dans le nord de Paris. Pas que au niveau éducatif, à tous les niveaux, mais évidemment, la priorité, c'était l'éducation que le Rabbi lui a demandé d'investir. Mon père, quand il a commencé l'école, il savait qu'il devait répondre à une école pour tous, parce qu'il n'y avait pas d'école juive dans tout ce quartier. Donc, il fallait répondre à une éducation authentique, chassidique en plus, mais il fallait répondre surtout à des enfants qui arrivaient d'Afrique du Nord après la guerre d'Algérie dans les années 60-70 avec toute l'émigration des pays de l'Afrique du Nord. Et donc des enfants qui ne cherchaient pas forcément une éducation juive en priorité. Et il fallait faire tout un travail de les sensibiliser, presque de les payer pour venir à l'école, aller les chercher jusqu'à la maison. Mais pas que, il fallait monter des fois les étages parce que j'ai un bébé, je ne peux pas le laisser. Mes parents ont réussi à pouvoir faire et un cheder et une école. En fait, vous avez formalisé l'école pour tous pour ne pas oublier les valeurs d'une école juive. Quand Baruch Hashem, les gens ont commencé à chercher les écoles, on n'allait plus chercher les enfants parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de place. Et donc, on se sentait déjà avec un équilibre. L'école, elle tourne, il y a des écoles et on tourne et on commence un petit peu à avoir une attitude comme toutes les écoles. Et tout à coup, avec le départ de mon père, on a dit attention, et qu'est-ce qui se passe avec tous ces enfants qui ne vont pas franchir le pas parce qu'ils pensent que c'est trop loin, parce qu'ils pensent que c'est trop cher ou que c'est trop religieux. Donc là, on s'est dit, c'est très facile d'accueillir des enfants qui sont intéressés. Qui viennent taper à nos portes. Exactement, qui viennent taper à nos portes. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres? Et c'est là qu'on a formalisé comme une vraie campagne. Cette campagne d'inclusion que vous avez menée est vraiment inspirante. Mais avant cela, Mora Chaya, quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir le domaine de l'éducation? Alors, je ne vais pas mentir. On était prédestinés. Et d'ailleurs, quand j'étais élève à Betrivka, d'abord en tant que collégienne, avant d'être après au séminaire, nos copines qui venaient d'Afrique du Nord et qui étaient de passage, bon gré mal gré, parce qu'il n'y avait pas d'autres institutions avec un internat, donc elles n'étaient pas toujours convaincues du projet, mais elles nous disaient, mais vous, les Lubavitch, votre voie elle est tracée, vous allez faire le séminaire, vous allez faire Mora, vous allez avoir des enfants, etc. Elles avaient un peu de peine pour nous. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard,
Quand on se retrouve avec nos anciennes copines, je vous assure qu'il n'y en a plus une qui dit « vous, les pauvres Lubavitch ». Aujourd'hui, avoir passé cette voie qui est tracée, oui, parce que dans l'éducation, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui ont, Baruch Hashem, la possibilité d'enseigner, quand elles le font, elles répondent à un vrai besoin. Je suis la 7e fille dans ma famille et que toutes mes grandes sœurs, elles ont fait Betrifka et le séminaire et elles sont toutes rentrées dans l'éducation. Donc, c'était assez prédestiné. Mais concrètement, il est certain qu'il y a une passion qui s'installe quand on voit qu'on peut être associé, on va dire, au projet divin. Un projet, voilà, exactement, au projet d'Hachem. À vos débuts, est-ce que vous aviez imaginé un jour diriger l'institution aussi importante que Schneor ? Pas tout à fait, parce que quand j'ai commencé, on va dire, ma petite carrière, puisque je suis rentrée en tant qu'enseignant d'abord, l'école est une petite école. Donc, que je sois impliquée et après rentrer dans la direction, on va dire que c'était un petit peu naturel, puisque mon père était le fondateur, et que j'avais ma grande sœur qui était directrice, que j'étais tout de suite impliquée dans le développement de l'école. Mais à cette époque-là, on n'imaginait pas, dans quelques années, l'école fleurirait, grandirait. On s'imaginait un petit peu parce qu'on a eu des brachot du Rabbi dans ce sens, mais à l'époque, dans les années 68, je vous assure que mon père ne croyait pas avec sa logique humaine, si ce n'était que le Rabbi lui a dit que... Oui, comme vous le mentionnez, le Rabbi a accompagné Schneor depuis le début, accompagné votre papa. Est-ce qu'il vous a directement encouragé à vous engager dans l'éducation ? Alors tout à fait, puisque comme je vous ai dit, j'ai eu 6 sœurs avant moi qui prenaient la direction les unes après les autres, et quand elles se mariaient, elles prenaient leur shlichut ailleurs. À part ma sœur, Mme Deutsch, son mari est resté pendant 25 ans, mais je me suis retrouvée à ne plus avoir de sœur derrière moi. Il s'est avéré que dès qu'on a demandé au Rabbi, le Rabbi a dit qu'on s'installe, donc on a compris que nos shlichut étaient dans l'école. Et quelques années après, avec le développement et que Baruch Hashem, la structure grandissait et que Baruch Hashem, j'avais des enfants les uns après les autres et que j'avais demandé au Rabbi si je pouvais faire un break, si je pouvais m'arrêter un peu puisque maintenant tout était installé, je pouvais déléguer. Le Rabbi n'a pas laissé. Il a dit que je trouve les bonnes personnes qui puissent m'aider, mais je dois rester dans l'éducation. Magnifique, extraordinaire. Alors Mora Chaya, vous êtes non seulement directrice d'une grande institution, mais aussi mère de famille nombreuse. Pour une femme pratiquante, concilier ces rôles demande une organisation incroyable, mais aussi une certaine vision. Alors, c'est évident que quand on a plusieurs casquettes, il faut de l'organisation. Mais ce que le Rabbi nous apprend, c'est qu'en vérité, quand on a un seul but, toutes les facettes se conjuguent, se complètent et permettent une harmonie encore plus grande parce qu'elles montrent qu'il n'y a pas d'antagonisme dans les missions que Dieu nous donne. Comme je vous ai dit, à un moment, je pensais que la vie de l'école pourrait entériner ce que je pouvais donner. Une petite pause, ouais. Voilà. Et le Rabbi ne le voyait pas sous cet angle-là. Il m'a dit de m'entourer de gens avec qui je peux travailler. C'est-à-dire que si on met les choses en place et que si chaque personne a son rôle et sa place, alors on peut trouver la place pour chaque chose aussi dans notre vie. Et aller plus haut. Et justement, j'observe souvent que nos étudiantes se limitent à l'idée d'avoir un simple emploi, un job, sans oser rêver de leadership ou de responsabilité. Que leur diriez-vous pour les encourager à viser plus haut ? Il faut simplement être convaincu de notre objectif. Si l'objectif que nous avons est essentiel, on trouvera toutes les ressources et elles vont se conjuguer. Si on n'a pas d'objectif clair, ou alors on a des objectifs qui sont antagonistes, je veux la chose et son contraire, là on va s'en mêler les pattes et on va tourner en rond. Donc il faut oser, il faut avoir un objectif, il faut croire dans son potentiel ? Exactement, surtout les femmes d'aujourd'hui. Une femme, elle a cette intuition, donc elle a ce potentiel et elle peut et développer et briller dans une génération où c'est une priorité. Donc être dans les priorités et pouvoir développer des choses qui sont essentielles aujourd'hui, il y a de la marge. Imaginez qu'on a un diamant pur et qu'on peut aller plus loin. Tout à fait, parce que de toutes les façons, l'être humain ne vit que s'il évolue et s'il grandit. Donc, qui ne croit pas, décroît. Mora Chaya, en reprenant votre casquette de directrice, beaucoup de parents aspirent à donner le meilleur pour leurs enfants dans le domaine de l'éducation. Quels conseils leur donneriez-vous ? Le meilleur conseil que je peux donner à des parents qui sont soucieux de donner une éducation, surtout quand ils sont jeunes, c'est de commencer par leur harmonie dans leur couple.
Un enfant qui est tiraillé, même si on lui propose l'éducation la meilleure et que chacun va défendre sa méthode, sa chita, son approche qui est défendable et qui s'argumente de façon exceptionnelle, si on n'est pas en harmonie, l'enfant ne prendra ni la méthode de l'un ni la méthode de l'autre. Et c'est valable entre les parents et l'école, les parents et la famille autour d'eux. Donc la première des choses, c'est d'apprendre aux parents de prendre le positif de chacun et de savoir que même les plus grandes différences peuvent se retrouver s'il y a un peu de hauteur et de recul. À partir du moment où il y a une harmonie et il y a une communication aussi avec les enfants. Donc cette harmonie permet cette communication parce que je communique quand je suis dans le respect et que je pense que l'autre peut apporter quelque chose que je ne connais pas, même si je pense avoir la vérité absolue. Donc le plus grand conseil que je peux donner, c'est que même si on pense avoir raison, il vaut mieux une petite erreur qu'une grande raison pour laquelle on se bat. Parfois, les parents se sentent un peu dépassés par leurs responsabilités. Ils pensent qu'ils n'ont pas assez de temps à accorder à leurs enfants. On vient de sortir d'une conférence qu'on a fait pour les parents ce mercredi parce qu'on a donc une nouvelle formule, Kumzing. Le sujet de cette conférence, c'était le temps. Combien l'ingrédient temps est obligé d'être dans chaque sujet de notre vie si on veut avoir de la bracha. Je joue avec l'enfant, c'est jouer très bien. Bien sûr que ça prend du temps, mais en réalité, avant de penser que c'est juste le jeu a pris du temps, c'est de savoir que ce temps est un ingrédient incontournable. Donc en fait, voilà, c'est ça. Et aussi le fait que personne n'est parfait. Les enfants n'ont pas forcément besoin de parents parfaits qui se mettent trop la pression aussi. Exactement. À partir du moment où on peut demander aux parents uniquement de se pencher sur les besoins, même s'ils n'ont pas les ressources, ils trouveront toujours des moyens et des ressources pour pouvoir atteindre leur objectif à partir du moment où on accepte qu'on n'est pas parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots réconfortants et inspirants. Je suis sûr que nos auditeurs repartiront avec des clés précieuses pour le rôle de parent. Mora Chaya, merci infiniment pour cet échange riche et inspirant. Vous nous avez rappelé combien l'éducation est essentielle, non seulement pour les enfants, mais pour l'avenir de toute notre communauté. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous de prendre le temps de pouvoir communiquer auprès de tous ces valeurs et cette mission essentielle qui est l'éducation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a inspiré autant qu'il nous a touchés. N'oubliez pas, chaque mot que vous partagez, chaque geste que vous posez peut avoir un impact immense. À bientôt pour un prochain épisode de Tu sais quoi, t'as raison.